Hey guys, qui n'a jamais suivi personnellement un artiste, que ce soit une actrice, un acteur ou un musicien, sans ressentir une profonde admiration? Et qui n'est pas tombé en admiration totale devant cette célébrité? Selon la définition, un fan est un admirateur zélé d'une star, d'une célébrité, d'un groupe ou d'un centre d'intérêt et qui possède énormément de connaissances au sujet de ce centre d'intérêt et suit son évolution avec ferveur. Par exemple, ici sur cette chaîne, nous avons des fans inconditionnels d'enquête. Donc abonne-toi si cela n'est pas déjà fait. Vas-y, ça prend un quart de seconde. Et ça ne mange pas de pain. Et cette admiration passionnée envers une personne peut être parfois poussée au paroxysme et aller jusqu'à la pathologie. C'est ce que nous allons constater, malheureusement, avec l'affaire d'aujourd'hui. L'histoire d'un fan obsédé par sa chanteuse préférée, qui la cyberharcèle, lui envoie des cadeaux, notamment une montre et des livres, mais rapidement, il se fait beaucoup plus insistant et menaçant, jusqu'à ce jour fatidique du 21 mai 2016, jour du drame. Si tu aimes les histoires atypiques de crimes, vous avez voté majoritairement en faveur des enquêtes lorsque je vous ai demandé si vous préfériez plutôt des enquêtes ou des histoires paranormales comme les glitches. Mais ne vous inquiétez pas, les glitches peuvent revenir très bientôt. Je vous préviendrai en tout cas. Avant ça, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, c'est très important pour le référencement. Si je te manque entre deux vidéos, n'hésite pas à me suivre sur TikTok et Instagram où je poste quotidiennement. Voilà, c'est si je te manque entre deux vidéos. Et n'hésite pas à jeter un coup d'œil à un thriller très cool, L'être cher. Mais je te laisse avec le générique. Meiyu Tomita est née le 12 octobre 1995 au Japon, dans la préfecture de Nagano. Depuis petite, elle aspire à être une idol. Alors idol, c'est un terme anglais qui désigne un jeune artiste très médiatisé, à l'image souvent lisse, innocente, heureuse, et qui sont à la fois acteurs, animateurs, modèles sous contrat pour une durée limitée à quelques mois ou années. C'est un point important, presque une tradition dans l'industrie du divertissement au Japon, qui s'est étendue à d'autres pays asiatiques, la Corée du Sud notamment, ainsi que l'Amérique latine comme le Mexique. C'est un type de star stéréotypé, marketé pour son image, son physique et sa personnalité. Mayu débute sa carrière en 2010 comme actrice chez l'agence Ori Agency. Elle apparaît dans un clip du groupe Galileo Galilei et sur la jaquette du single correspondant. Elle joue également dans plusieurs dramas. En 2011, elle intègre le groupe d'idols Secret Girls, aux côtés notamment de 3 membres d'Idoling. La formation qui comprend 5 jeunes filles a été créée spécialement pour le drama Secret Girls et ne dure pas longtemps, ne sortant qu'un seul single en 2012 avant de disparaître. Alors le concept de Secret Girls est simple. C'est des jeunes filles qui ont une double vie, celle de pop stars. Le groupe donnait des concerts à travers le Japon et malgré son statut de star, Meiyu prenait son éducation très au sérieux et étudiait la musique à l'université. Tomita tourne dans un film en 2013 avant de quitter son agence en août 2014. Travaillant désormais pour l'agence Marge et étudiante à l'université Asia, elle s'essaye en parallèle au théâtre et à la musique folk en solo. La célébrité rime aussi avec fanatisme et le groupe de jeunes filles commence à attirer inévitablement des fans et nous allons le voir, ils n'étaient pas tous bien intentionnés, voire même dangereux. En janvier 2016, Mayu commence à recevoir des messages et commentaires bien étranges sur Twitter. Au début, rien d'anormal. L'homme déclarait juste son amour pour Mayu, qu'il la trouvait belle et qu'un jour il l'épouserait. Un peu creepy, mais bon, jusque-là, rien de bien surprenant. Cet homme envoie même des cadeaux à Mayu, qu'elle refuse, gentiment. Elle était flattée, bien sûr, mais elle ne voulait pas qu'il se fasse de faux espoirs. Donc elle va purement et simplement renvoyer ses cadeaux.
Ce fan, qui était un homme âgé de 27 ans, se nommait Tomohiro Iwasaki. Et le jeune homme se vexe profondément face à la réaction de son idole. Ses messages transis d'amour sur les réseaux sociaux envers sa belle se transforment donc en messages où transparaissait haine et colère. Il ne supportait pas le rejet de la jeune femme et se sentait humilié. Il envoie à la jeune femme plus de 400 tweets menaçant et promettant de la tuer. Sympa. Mayu le bloque donc naturellement, une réaction normale, mais elle commence à avoir un mauvais pressentiment. Elle va donc voir la police de Tokyo pour leur faire part des messages menaçants à son encontre. Elle leur dit qu'elle craignait pour sa vie. Mais en dépit de toutes ces inquiétudes, la police japonaise, qui examine attentivement les messages, ne voit aucune menace dans ces messages menaçants. Oui, c'est pas une boutade, c'est la vérité. Ils prennent juste Tomohiro pour un stalker parmi tant d'autres. Et ce fut leur pire erreur. 20 jours plus tard, le 21 mai 2016, Mayu se prépare à un concert nommé Solid Girls Night Volume 11 et elle envoie sur Twitter, naturellement, l'affiche de l'événement qui devait se dérouler à Kogane, dans une banlieue ouest de Tokyo. Et devinez qui va tomber sur la publication, je vous le donne dans le mille, Tomohiro. Il savait donc exactement où retrouver la jeune femme. Il se rend donc à l'événement, et à environ 5 heures du soir, Mayu se dirige vers le lieu où va se dérouler la performance. Tomohiro se cache et guette l'arrivée de Mayu, et alors que la jeune femme arrive, le stalker surgit et lui demande son numéro de portable et demande également pourquoi elle n'avait pas accepté ses cadeaux et avait fait retour à l'envoyeur. Mayu, effrayée, continue de marcher et tente de calmer le jeu en lui expliquant pourquoi elle avait fait ça. Mais il était déjà trop tard pour les explications. Tomohiro était furieux. Les explications n'étaient pas satisfaisantes et, c'est ses propres mots, c'est à partir de ce moment-là qu'il perd le contrôle. Il sort un couteau d'environ 8 cm et attaque Mayu. La jeune femme crie et des témoins appellent les urgences. Tomohiro ne se contente pas de poignarder une seule fois Mayu, il plonge sa lame dans son visage, sa poitrine, son estomac et son dos. Elle essaie de se protéger comme elle peut, avec ses mains, mais elles furent tout autant déchiquetées. En tout, le stalker la poignarde plus de 60 fois. Pendant qu'il entreprenait de la blesser, l'agresseur crie « Tu devrais mourir, mourir, mourir !» Mayu perd connaissance et tombe au sol, gravement blessé. La police arrive rapidement et arrête Tomohiro et lui demande les raisons de son comportement. Il explique que s'il avait fait ceci, c'est parce qu'elle l'avait rejeté. Elle avait rejeté ses cadeaux et qu'il n'avait pas été satisfait de son explication. Il déclare aussi à la police qu'il avait apporté un couteau dans le but de tuer Mayu, si besoin. On l'accuse donc de tentative d'homicide. Mayu, dans un état critique, est immédiatement transportée à l'hôpital. On la met dans un coma artificiel. Elle avait perdu beaucoup de sang et ses blessures étaient importantes. 2 semaines plus tard, Mayu se réveille du coma. Heureusement, la lame du couteau n'avait pas atteint ses organes vitaux, mais les séquelles physiques et psychologiques laissées par Tomohiro seraient irréparables. Elle fait des chirurgies reconstructives. L'agression l'avait laissée partiellement aveugle. En effet, un de ses yeux avait perdu la vue et elle avait perdu l'usage des doigts d'une de ses mains. Et malheureusement, cela a mis un terme à sa carrière musicale. Elle souffre également de stress post-traumatique. Le procès débute à la cour de Tachikawa le 20 février 2017, soit moins d'1 an après l'attaque. Les avocats de Mayu réclament la prison à vie, car c'était un danger non seulement pour Mayu, mais pour n'importe qui croiserait son chemin. Mayu déclare « Je veux que ce criminel meure, et si vous ne pouvez pas le tuer, je veux qu'il soit enfermé pour le reste de sa vie. » La jeune femme expose à la cour les conséquences de son agression et ô combien cela avait impacté sa vie, non seulement physiquement, mais mentalement. Les choses les plus importantes de sa vie lui avaient été retirées. Le chant, l'acting, les études à l'université qui étaient maintenant impossibles, vu son état physique et psychologique. Son stress post-traumatique l'empêchait d'inviter des gens tant elle était méfiante, et cela même des personnes qu'elle connaissait bien. Même son docteur, avec un simple stylo, lui faisait craindre d'être poignardée à nouveau. Elle ne dormait plus la nuit, et lorsque par chance elle parvenait à s'endormir, elle avait des cauchemars peuplés de Tomohiro qui tentait de la tuer à nouveau. À la fin de sa déclaration au juge,
Elle demande un verdict dur à l'encontre de son agresseur pour ne pas que ce qu'elle avait vécu n'arrive à nouveau. Je ne pourrai jamais lui pardonner pour ce qu'il a fait, car des cicatrices profondes resteront sur mon corps, mais demeureront aussi dans mon cœur. À la fin de cette déclaration, l'agresseur crie « Eh bien, tuez-moi, et je ne te tuerai en aucune manière. » L'accusé éclate de rire. On le fait donc sortir de la cour. La défense déclare que ce n'était pas l'intention de leur client de tuer Mayu. 60 coups de couteau, c'est vrai que c'est pas suffisant à tuer quelqu'un. La défense ajoute qu'il était juste frustré qu'elle ait refusé ses cadeaux et qu'elle n'ait pas répondu à ses questions. Une réaction tout à fait normale, quoi. Le frère de l'agresseur dit qu'il avait une nature douce et avait seulement regardé quelques vidéos de Mayu avant de tomber fou amoureux d'elle. C'était une personne solitaire qui n'arrivait pas à exprimer ses émotions. Il n'avait pas de réels amis. Selon les preuves, son agression avait été préméditée et son intention avait été de tuer Mayu. Tomohiro plaide alors coupable et il est condamné, tenez-vous bien, à 14 ans et 6 mois de prison. Non, parce que 15 ans, c'est trop. On va seulement donner quelques semaines à la louche. Cette affaire m'a fait étrangement penser à celle de Karen Widos, rappelez-vous, cette femme harcelée par son ex. Dans les deux cas, nous avions un homme obsédé par une femme, et dans celui de Mayu, cette obsession s'est avérée fatale. En effet, les traumatismes psychologiques et physiques étaient très importants. Sans parler de sa carrière, complètement gâchée par l'agression, et tout ça à cause de la lubie d'un fan qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et qu'elle avait très gentiment repoussé. Et jusqu'au bout, jusqu'au jour de l'agression, jour de l'événement auquel elle allait participer, et qui est d'ailleurs toujours disponible sur sa page Twitter. C'est très glauque, mais c'est la dernière publication qui existe sur son compte Twitter. Cette publication qui reste jusqu'à ce jour un symbole funeste de son agression. À ce jour, Mayu a toujours du mal à respirer et à manger, tant les séquelles physiques sont importantes. Elle souffre également de stress post-traumatique et elle ne quitte pas sa maison et a du mal à faire confiance. Le 11 juillet 2019, Mayu porte plainte contre la police de Tokyo ainsi que le gouvernement qui a failli à la protéger. Elle espérait recevoir en échange une compensation financière qui s'élevait à 76 millions de yens, donc ça fait à peu près 500 000 euros de dommages et intérêts, soit un demi-million. Et cette affaire a permis de créer des nouvelles lois anti-harcèlement qui s'étendent aussi au cyberharcèlement et qui obligent la police a enquêté lorsque quelqu'un se plaint de menaces de mort sur internet. Ils sont obligés de mener en fait une enquête sur la personne à présent. Donc comme je le dis dans pas mal d'affaires, c'est très triste de faire du curatif au lieu de faire du préventif. Et ce qui est dingue, c'est que la police a quand même remis en cause la parole de Mayu en disant que non, elle n'avait jamais porté plainte en fait contre Tomohiro et qu'il n'y avait jamais eu de preuves écrites en fait de cette plainte. Donc je trouve que cette affaire souligne les défaillances du système, surtout que cette agression n'était pas du tout un événement isolé étant donné que en 2014, les membres du groupe AKB48, qui est un autre groupe de musique composé d'adolescentes, ont été attaqués par un fan lors d'un événement promotionnel qui avait une scie. Donc l'événement de Mayu n'était pas du tout isolé, vu qu'il se passe 2 ans après cet événement, de 2014 à 2016. Le groupe de AKBK8 avait renoncé à organiser des dédicaces tant ils avaient été choqués par l'événement et on les comprend. Donc la police savait, ils savaient pertinemment qu'il y avait des événements comme ça qui pouvaient se produire. Après cette histoire, je me suis demandé d'où venait cette obsession fanatique en fait finalement d'une personne envers sa célébrité. Donc cette obsession fanatique ou obsession impulsion, donc une obsession dont découle un passage à l'acte. Fan est un terme qui découle du mot fanatique et qui désigne une personne dont l'amour et l'admiration se focalisent sur une personne qu'ils idolâtrent. Donc certains frôlent le véritable culte, ce qui peut les mener à des décisions irréversibles, voire des attaques. Mais quelles sont les causes d'une telle obsession ? Eh bien ça peut être lié à des facteurs psychologiques et sociaux, souvent des traumatismes subis pendant l'enfance, et il serait important pour cela de connaître l'enfance de Tomohiro. Et selon les dires de son frère, c'était quelqu'un d'extrêmement solitaire qui ne révélait pas facilement
ses émotions. Et donc sa vie tout entière évoluait autour de Meiyu. C'était devenu en quelque sorte sa raison de vivre. Sauf que cette obsession va refuser ses avances, ainsi que ses cadeaux. Et ça va le mettre dans une rage folle, et ça c'est dû à une intolérance à la frustration. En gros, Meiyu était sa réalité, et le fait que sa réalité refuse ses avances, en gros, Meiyu était sa seule réalité, donc son seul lien au monde, et le fait que son seul lien au monde refuse ses avances va le couper entièrement de la réalité. Et ça va remettre totalement en question, en cause, le monde de Tomohiro. Ici, l'homme était érotomane. Alors, l'érotomanie, c'est le fait d'être attiré amoureusement par une star, pas juste attiré, totalement obsédé. Et en plus de ça, Tomohiro était très peu entouré. Donc c'est un cercle vicieux et ses rêves ont fini par devenir sa réalité. Il a fini par prendre ses rêves pour une réalité, d'où sa réaction malsaine et démesurée envers Meiyu. Alors c'est une affaire effrayante qui pose la question de la protection finalement des personnes, pas juste des stars, mais des personnes en général, car tout le monde peut avoir quelqu'un qui le ou la poursuit par obsession, comme c'est le cas de Karen Windows par exemple. Ça pose aussi la question de la prise en compte de la parole des victimes par la police, et là on a vu que dans ce cas-là, sa parole n'avait pas du tout été prise en compte, avait même été mise en doute, remise en question. Et rappelez-vous que toute forme, je dis bien toute forme de harcèlement est punissable par la loi. Donc n'hésitez pas à en prévenir des gens autour de vous, les autorités si cela arrive. Si l'affaire t'a intéressé, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Je lis tous les commentaires et c'est très important pour le référencement. Ça m'encourage à continuer et ça prend un quart de seconde, cela ne mange pas de pain. N'hésite pas à lire le livre L'être cher, un livre très cool, un thriller écrit par mes soins. Et n'hésite pas à me suivre si je te manque entre deux vidéos sur Instagram et TikTok où je suis très présente. Prends soin de toi et surtout reste vigilant, c'est très important. And remember, you rock.